La famille de mon mari a jeté mon nouveau-né à la poubelle parce qu'il est né avec des malformations. Dieu ne veut pas d'enfant défectueux, dit ma belle-mère. Mon mari regardait. Puis mon beau-fils de 7 ans courut vers moi en pleurant et dit « Maman, dois-je te dire ce que papa a fait au bébé de ma vraie maman ?» La chambre d'hôpital devint silencieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand j'ai trouvé ma fille nouveau-née dans une benne à ordures de l'hôpital, enveloppée dans des sacs de déchets médicaux, j'ai cru qu'elle était morte. Mais ensuite, elle a bougé. Juste le plus infime frémissement de ses doigts. Et mon beau-fils de 7 ans a murmuré les mots qui allaient détruire mon mariage à jamais. Maman, je savais qu'ils le referaient, comme ils l'ont fait au bébé de ma vraie maman. Je m'appelle Deline, et il y a 48 heures, je pensais avoir une vie parfaite. Un mari prospère, un adorable beau-fils qui avait enfin commencé à m'appeler maman, et un bébé en route. Gareth semblait être tout ce que mon premier mari n'était pas. Stable, dévoué, issu d'une bonne famille chrétienne qui m'avait accueilli à bras ouverts. Sa mère, non, disait toujours que j'étais la réponse à leurs prières, que Dieu m'avait envoyé pour guérir leur famille après la tragédie de la première femme de Gareth, morte en couche. J'aurais dû faire attention à la façon dont Quincy sursautait chaque fois que sa grand-mère le serrait dans ses bras. J'aurais dû remarquer qu'il ne voulait jamais être seul avec son père. J'aurais dû me demander pourquoi un garçon de 7 ans connaissait si bien les couloirs de service d'un hôpital. Pourquoi il savait exactement où il jetait les déchets médicaux. Pourquoi ses petites mains ne tremblaient pas lorsque nous fouillions dans les conteneurs à risque biologique à la recherche de mon bébé. Elle est ici quelque part, n'arrêtait-il pas de dire, sa voix si calme qu'elle me terrifiait. Ils les mettent toujours dans les conteneurs rouges. Mamie dit que le rouge, ce sont les déchets médicaux qui vont à l'incinérateur. On a peut-être 1 heure avant que le camion n'arrive. Comment un enfant peut-il savoir ça? Comment un garçon de 7 ans peut-il connaître l'horaire de ramassage des déchets médicaux? Parce qu'il était déjà venu ici, à la recherche d'un autre bébé, sa propre sœur, bien qu'il ait été trop jeune et trop effrayé pour la sauver. Les images de surveillance montreraient plus tard toute la scène. Mon mari Gareth marchant aux côtés du docteur Andry alors qu'il sortait ma fille de la salle d'accouchement sur un chariot, me disant qu'elle était morte alors qu'en réalité, elle pleurait. Elle montrerait ma belle-mère, non, les dirigeant vers la zone d'élimination des déchets, vérifiant sa montre, calculant le temps qu'il restait avant l'arrivée du service de ramassage. Elle les montrerait retournant dans ma chambre, composant sur leur visage des masques de chagrin, n'enserrant sa Bible en me disant que c'était la volonté de Dieu. Mais je ne savais rien de tout ça à ce moment-là. Tout ce que je savais, c'est que mon beau-fils, ce garçon silencieux qui avait perdu sa mère et sa sœur, me tirait à travers le matin glacial d'octobre, vêtu de ma seule blouse d'hôpital. Du sang coulait encore le long de mes jambes après l'accouchement, parce qu'il refusait de les laisser prendre un autre bébé. Qu'ainsi, ai-je haleté, peinant à le suivre. Comment sais-tu où chercher? Il s'est tourné vers moi avec des yeux trop vieux pour son visage. Parce que la dernière fois, je l'avais suivi. J'ai vu où ils l'ont mise. Je l'ai entendu pleurer pendant 20 minutes avant qu'elle ne s'arrête. J'avais 4 ans et je n'arrivais pas à soulever le couvercle tout seul. Mais maintenant je suis plus grand et tu es là. Tu n'as pas peur d'eux comme ma vraie maman. C'est alors que je l'ai entendu. Un faible miaulement provenant d'un conteneur rouge destiné à l'incinération. Ma fille, Violet, née avec une fente palatine et des bras raccourcis, que la famille de mon mari avait jugé indigne de vivre. Elle était là-dedans depuis 3 heures, enveloppée dans des draps chirurgicaux comme un déchet. Mais elle se battait. Même alors, à peine âgée de quelques heures, elle se battait pour survivre. Le reste de cette matinée a fait voler mon monde en éclats. Les arrestations, l'enquête, la révélation que la famille de mon mari faisait cela depuis des années. 11 bébés porteurs de handicap qui étaient morts à la naissance. Tous mis au monde par le même médecin, tous issus de familles de la congrégation de Nantes. Ils appelaient ça de la miséricorde, un moyen de renvoyer les erreurs de Dieu au paradis avant qu'elles ne deviennent un fardeau pour leur famille. Mais la pire révélation est venue lorsque Quincy, assis dans un poste de police enveloppé dans une couverture, a finalement dit la vérité sur la mort de sa mère. Elle n'était pas morte de complications en couche. Elle avait essayé de les empêcher de prendre son bébé, et il l'avait fait taire pour de bon. Mon mari avait aidé à assassiner sa première femme, et son fils de 7 ans portait ce secret depuis tout ce temps. Voici l'histoire de comment un petit garçon a sauvé la vie de ma fille et a révélé une décennie de meurtres déguisés en actes de foi. C'est l'histoire des monstres qui se cachent derrière les bancs d'église et les diplômes de médecine, et des enfants qui voient tout mais que personne ne croit jamais, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard.
Ma fille Violet est en vie aujourd'hui parce que Quincy a refusé de laisser une autre sœur disparaître. Il attendait depuis 3 ans quelqu'un d'assez fort pour l'écouter, quelqu'un qui ne se laisserait pas réduire au silence par la peur. Il m'a choisi, et ensemble, nous avons fait tomber tout un réseau de personnes qui croyaient que les enfants imparfaits ne méritaient pas de vivre. Mais d'abord, j'ai dû trouver mon bébé dans une benne à ordures. Et c'est là que cette histoire commence vraiment. J'ai épousé Gareth Morrison il y a 2 ans, lors d'une cérémonie que sa mère, Nan, avait planifiée jusqu'au dernier ruban sur les bancs de l'église. J'ai choisi les fleurs, des roses blanches, parce que la pureté compte aussi dans les seconds mariages, avait-elle dit avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Elle avait choisi ma robe, insistant sur des manches pour couvrir le petit tatouage sur mon épaule datant de mes années rebelles à l'université. Elle avait même choisi notre chanson de mariage, un hymne sur la soumission et la grâce qui me donnait la chair de poule. Mais Gareth m'a serré la main et a murmuré « Laisse-la faire. C'est plus simple. » Cela aurait dû être mon premier avertissement. C'est plus simple. J'avais 27 ans à l'époque, une infirmière en pédiatrie qui venait d'échapper à un mariage avec un homme qui pensait que ses poings pouvaient résoudre les disputes. Gareth m'était apparu comme le salut, avec son charme du Sud et une entreprise de promotion immobilière florissante. Il était patient, doux, n'élevait jamais la voix. Son fils de 7 ans, Quincy, avait besoin d'une mère, et j'avais besoin de croire que je pouvais construire quelque chose de beau à partir de débris. Quincy est spécial, m'avait dit Gareth lors de notre 3e rendez-vous. Il ne parle pas beaucoup depuis la mort de sa mère. Le traumatisme d'avoir perdu sa mère pendant la naissance de sa sœur, ça l'a changé. Le garçon était en effet silencieux, mais son silence semblait délibéré, pas celui d'un enfant brisé. Il observait tout avec ses grands yeux bruns, cataloguant les conversations, mémorisant les sorties. Quand j'ai emménagé dans leur maison coloniale du quartier historique, Quincy m'a testé de petites manières. Il laissait ses jouets dans des arrangements spécifiques pour voir si je les déplacerais. Il faisait semblant de dormir pour voir ce que je dirais de lui. Il m'étudiait, cherchant à savoir si j'étais digne de confiance. La percée a eu lieu 6 mois après le mariage. Je plantais un potager, quelque chose que Gareth disait que sa première femme avait voulu faire mais n'en avait jamais eu le temps. Quincy est apparu à côté de moi, tenant un sachet de graines de tomates. Ma maman voulait faire pousser celle-là, a-t-il dit, la plus longue phrase qu'il m'ait adressée. Alors nous les ferons pousser ensemble. Tu veux m'aider ? Nous avons travaillé en silence pendant 20 minutes avant qu'il ne reprenne la parole. Tu ne pries pas avant de faire les choses. Devrais-je ? Mamie dit qu'on devrait prier pour tout. Maman oubliait parfois. Ça mettait mamie en colère. Qu'est-ce qui rendait ta maman heureuse ? Quincy a réfléchi attentivement, ses petites mains tassant la terre autour d'un plan. Quand papa était au travail et mamie à l'église, elle dansait dans la cuisine et me laissait lécher la pâte à gâteau. Elle disait, nos moments secrets étaient les meilleurs. Au fil des mois suivants, Quincy m'a révélé sa mère, petit à petit. Claire avait 23 ans quand elle a épousé Gareth, une secrétaire paroissiale qui avait attiré l'attention du célibataire le plus convoité de la congrégation. Elle aimait les comédies musicales, détestait les gratins, et a pleuré quand elle a découvert qu'elle était enceinte pour la 2e fois. Elle avait peur, m'a dit Quincy un soir, alors que Gareth était à un dîner d'affaires. Elle disait que le bébé pourrait sortir pas comme il faut à cause de ce qui était arrivé à sa sœur quand elle était petite. Qu'est-il arrivé à sa sœur ? Elle est née différente. Mamie Claire a dit qu'il l'avait envoyée dans un endroit spécial, mais maman a découvert qu'il n'y avait pas d'endroit spécial, juste un certificat qui disait qu'elle était morte. Mon sang s'est glacé, mais j'ai gardé une voix calme. Ça a dû faire peur à ta maman. Elle a essayé de s'enfuir une fois. Papa l'a ramenée. Après ça, mamie lui a fait prendre des médicaments pour l'aider à penser clairement. La dynamique familiale est devenue plus claire à mesure que ma grossesse avançait. Nan contrôlait tout par une sollicitude utilisée comme une arme. Elle arrivait à l'improviste avec des courses parce que les femmes enceintes ne devraient pas se fatiguer. Elle a programmé mes rendez-vous prénataux avec le docteur Andry, insistant sur le fait qu'il était le seul médecin à vraiment comprendre le plan de Dieu pour l'accouchement. Vernon, mon beau-père, n'était qu'une ombre, hochant la tête à tout ce que Nan déclarait. « Tu es tellement plus forte que Claire », m'a dit Nan pendant mon 7e mois, en réorganisant les placards de ma cuisine sans me demander. Cette fille était fragile, toujours à pleurer pour un rien. Quincy a besoin de stabilité, pas d'hystérie. Comment est-elle morte, exactement ? Ai-je demandé directement. Gareth dit juste qu'il y a eu des complications. Les mains de Nan se sont immobilisées sur ma vaisselle.
Parfois, Dieu rappelle les mères à lui pour leur épargner d'élever des enfants qui souffriraient. Claire a fait une hémorragie après avoir accouché d'une petite fille gravement déformée. L'enfant a vécu 10 minutes. C'était une miséricorde pour toutes les deux. Mais Quincy m'avait raconté des histoires différentes. Sa sœur avait pleuré. Sa mère avait hurlé pour qu'on lui ramène son bébé. Puis sa mère s'était tue et ils avaient dit qu'elle dormait, mais elle ne s'était jamais réveillée. À mon 8e mois, j'ai compris que j'étais entré par mariage dans quelque chose de sombre qui se faisait passer pour de la lumière. Mais je pensais que je pouvais protéger mon bébé. Je pensais qu'être consciente suffisait. J'avais tort. Le travail a commencé à 3 heures du matin par une douleur aiguë qui m'a transpercé la colonne vertébrale comme un éclair. J'ai cherché Garrett dans l'obscurité, trouvant son côté du lit vide et froid. Il était debout près de la fenêtre, entièrement habillé, son téléphone déjà à la main. C'est le moment, ai-je haleté. Je sais. Maman est en route. Tu as appelé ta mère avant de vérifier si j'allais bien? Elle a insisté pour être prévenue immédiatement. Tu sais comment elle est pour les naissances dans la famille. Nan est arrivé en moins de 10 minutes, parfaitement coiffée malgré l'heure matinale, portant un sac en cuir que je n'avais jamais vu. Vernon suivait comme une sentinelle silencieuse. À quel intervalle sont les contractions? A-t-elle demandé, non pas à moi, mais à Garrett. 5 minutes, ai-je répondu pour moi-même. Le docteur Andry est déjà à l'hôpital pour tout préparer, a-t-elle annoncé. Tout sera parfait. Le trajet était surréaliste. Nan était assise à l'arrière avec moi, chronométrant les contractions sur un vieux chronomètre tout en marmonnant des prières. Seigneur, accorde-nous d'accepter ta volonté. Aide-nous à comprendre ton plan même quand il semble cruel. Pourquoi le plan de Dieu serait-il cruel? Ai-je demandé entre 2 contractions. Sa main s'est resserrée sur la mienne. Parfois, il nous met à l'épreuve avec des fardeaux que nous ne sommes pas censés porter, ma chérie. À l'hôpital, tout s'est passé trop vite. Le docteur Andry est apparu immédiatement, bien que je ne l'ai jamais vu agir avec une telle urgence lors des rendez-vous de routine. 2 infirmières que je ne reconnaissais pas de mon service m'ont emmené directement en salle d'accouchement. Où est Sarah? Ai-je demandé au sujet de ma collègue qui avait promis d'être là. Elle est censée être de service ce soir. Changement de personnel, a dit le docteur Andry d'un ton suave. Nous avons des spécialistes pour votre cas. Quel cas? Tout a été normal. Une autre contraction m'a interrompu. Ils ont injecté un médicament dans ma perfusion sans expliquer ce que c'était. La pièce a commencé à tourner légèrement, les sons devenant étouffés. À travers le brouillard, j'ai entendu Nan chuchoter à Garrett. Si c'est comme l'échographie l'a montré, nous devons être prêts à agir rapidement. L'échographie a montré des marqueurs possibles, a répondu Garrett. Rien de définitif. L'échographie de Claire n'a rien montré, et regarde ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas faire la même erreur 2 fois. À 6h47, Violet est née. J'ai entendu son cri, fort et clair, avant de la voir. Puis la pièce est devenue silencieuse. Les infirmières se sont reculées. Le docteur Andry l'a soulevée. Et j'ai vu la fente palatine bilatérale de ma fille, ses bras raccourcis, la façon dont ses doigts étaient courbés différemment. Mais je l'ai aussi vue se battre, ses jambes gigotant, sa voix exigeant d'être entendue. Elle est magnifique, ai-je soufflé en tendant les bras vers elle. Il y a de graves complications, a dit le docteur Andry en l'éloignant. Elle a besoin d'une intervention immédiate. Laissez-moi tenir mon bébé. Ô Seigneur, pas encore, a haleté Nan, serrant son collier de perles. Comment cela a-t-il pu arriver 2 fois? Que voulez-vous dire, 2 fois? Ma voix devenait pâteuse à cause de ce qu'il m'avait donné. Vernon a enfin parlé, sa voix creuse. Non, peut-être que nous devrions? Devrions quoi? A-t-elle cassé? Prétendre que c'est normal? Cet enfant souffrira chaque jour de sa vie. C'est cruel de la forcer à endurer ça. Elle respire bien, ai-je insisté, luttant pour rester consciente. Son cri est fort. Ce sont de bons signes. Vous êtes sous le coup de l'émotion et des médicaments, a dit froidement le docteur Andry. Laissez-nous prendre les décisions médicales. Ils ont enveloppé Violet à la hâte, ses cris étouffés par trop de couverture. J'ai vu qu'ainsi dans l'embrasure de la porte, le visage blanc comme un linge. Il était censé être chez la voisine, mais il était là, à tout regarder. Papa. Sa voix était faible. Tu avais promis que tu ne le referais pas. Garrett s'est agenouillé à côté de son fils. Retourne chez Madame Patterson, qu'ainsi. Maintenant. Mais le bébé? Maintenant.
C'était la première fois que j'entendais Gareth élever la voix. Quincy accourut, mais pas avant que nos regards ne se croisent. Dans ce regard, il y avait un message. Sois prête. Ils ont emmené Violet pendant que je luttais contre le médicament qui me tirait vers l'inconscience. À travers le brouillard, je les ai entendus dans le couloir. La voix de Nan était claire, autoritaire. C'est la manière de Dieu de nous mettre à l'épreuve. Ces êtres défectueux ne sont pas faits pour survivre. Nous l'avons appris avec le bébé de Claire. Maman, Deline n'acceptera pas. Elle le fera. Elles finissent toujours par le faire. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, nous avons déjà géré ça aussi. Je ne peux pas perdre une autre femme. Tu n'en perdras pas. Deline est plus forte que Claire. Elle comprendra que c'est une miséricorde. Les papiers sont déjà prêts. Le docteur Andry sait quoi écrire. La dernière chose que j'ai entendue avant de sombrer dans l'inconscience fut en disant « Emmenez-le à l'endroit habituel ». Le service de ramassage passe à midi. Dieu nous pardonne de corriger ses erreurs. Quand je me suis réveillé 3 heures plus tard, ils m'ont dit que ma fille était morte. La chambre était sombre quand je me suis réveillé. Mon corps était lourd à cause des sédatifs qu'ils m'avaient injectés. Une infirmière que je ne reconnaissais pas ajustait ma perfusion, évitant mon regard alors que je luttais pour m'asseoir. « Où est mon bébé ? » « Je vais chercher le médecin, dit-elle, fuyant presque la chambre. Le docteur Andry est arrivé avec des papiers déjà en main, Gareth le suivant comme une ombre. « Madame Morrison, je suis profondément désolé. Les complications internes de votre fille étaient plus graves que nous ne l'avions détecté. Elle est décédée à 8h15. C'est impossible. » Ma voix est sortie plus forte que je ne le pensais. Elle pleurait. Ses poumons étaient forts. Je suis infirmière en pédiatrie. Je sais reconnaître un cri sain. Le traumatisme émotionnel affecte votre mémoire. Le docteur Andry a poussé les papiers vers moi. Nous avons besoin de votre signature pour la disposition de la dépouille. Je veux la voir. Ce n'est pas conseillé. Le corps a déjà été traité. Traité ? Le mot m'a frappé comme de l'eau glacée. Ça fait 3 heures. Aucune entreprise de pompes funèbres ne travaille aussi vite. Gareth a enfin parlé depuis son coin. Deline, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Où est Nan ? Elle est à la chapelle, en train de prier pour l'âme de notre fille. C'est alors que j'ai remarqué qu'ainsi, debout dans l'embrasure de la porte, son sac décolle encore sur les épaules. Madame Patterson avait dû l'amener malgré les ordres de Gareth. Ses yeux étaient rouges mais déterminés. Tandis que Gareth et le docteur Andry se concentraient sur moi, Quincy a articulé un seul mot. Maintenant. J'ai besoin d'aller aux toilettes, ai-je annoncé. Vous devriez utiliser le bassin de lit, a suggéré l'infirmière. Vous êtes encore en convalescence. Je vais aux toilettes, ai-je dit en basculant mes jambes hors du lit malgré la douleur qui me traversait l'abdomen. Sauf si vous prévoyez de retenir physiquement une patiente, ce que l'ordre des médecins adorerait savoir. Le docteur Andry a reculé. 5 minutes, l'infirmière vous aidera. Je peux me débrouiller seul. Dès qu'ils sont partis, Quincy s'est précipité à mes côtés. Maman, elle n'est pas morte. Je l'ai entendue pleurer quand ils l'ont emmenée dehors. Dehors où ? Au quai de chargement. Là où vont les déchets médicaux. Ils ont fait la même chose avec ma sœur. Il faut se dépêcher. Le camion arrive à midi. J'ai regardé l'horloge. 11h23. Quincy, es-tu absolument sûr ? Son petit visage était féroce. Je les ai suivis cette fois. J'ai vu dans quel conteneur, le rouge marqué pour incinération. J'ai mis une pierre sous le couvercle pour qu'elle puisse respirer. Ce garçon de 7 ans avait pensé à tout. J'ai arraché ma perfusion, ignorant le sang qui a immédiatement taché ma blouse. On va avoir besoin d'aide. De la vraie aide. Ma maîtresse, Madame Rodriguez, est mariée à un policier. J'ai son numéro dans mon sac à dos. Tu as le numéro de ta maîtresse ? Je l'ai sur moi depuis la mort de maman, au cas où j'aurais un jour le courage de parler. J'ai attrapé son téléphone et composé le numéro tout en enfilant une blouse d'hôpital à l'envers pour plus de couverture. Madame Rodriguez a répondu à la 2e sonnerie. Quincy, est-ce que tout va bien ? Ici Deline Morrison, la belle-mère de Quincy. Je suis à l'hôpital Sainte-Catherine. Ils m'ont dit que mon bébé était mort, mais Quincy dit qu'elle est dans le conteneur de déchets médicaux. S'il vous plaît, envoyez votre mari. Envoyez tout le monde. Il y eut une pause. Puis sa voix est revenue, dure comme de l'acier. Nous sommes à 8 minutes. Allez chercher ce bébé.
Quincy m'a pris la main et m'a tiré vers la porte. Le couloir était presque vide, le changement d'équipe du déjeuner jouant en notre faveur. Il m'a conduite par un escalier de service dont j'ignorais l'existence. Ses petits pieds assuraient ses pas sur les marches. Comment connais-tu ce chemin? J'ai tout exploré après la mort de maman. Je voulais connaître toutes les sorties au cas où il viendrait me chercher. Mon cœur s'est brisé pour cet enfant qui avait passé 3 ans à planifier sa fuite. Nous sommes sortis dans la lumière éblouissante derrière l'hôpital. Le quai de chargement était à une quinzaine de mètres. Des bennes industrielles étaient alignées comme des sentinelles. Les conteneurs rouges à risque biologique étaient séparés dans une cage verrouillée, mais Quincy a sorti une carte clé. Où as-tu eu ça? Le docteur Andry la laisse tomber parfois quand il pense que personne ne regarde. J'en ai fait une copie à la quincaillerie. Le vendeur n'a pas posé de questions quand je lui ai dit que c'était pour un projet scolaire. À l'intérieur de la cage, 4 conteneurs rouges attendaient d'être enlevés. Quincy est allé directement au deuxième, où une petite pierre calait en effet le couvercle juste assez pour l'entrouvrir. À l'intérieur, enveloppé dans des draps chirurgicaux et des sacs de déchets médicaux transparents, se trouvait Violet. Ses lèvres étaient bleues, son corps froid, mais quand j'ai pressé mes doigts contre sa gorge, j'ai senti le plus faible des pouls. Elle était en vie. Mon bébé était en vie. Cours, ai-je dit à Quincy. Va à l'entrée des urgences. Crie à l'aide. Raconte-leur tout. J'ai fait irruption aux urgences avec Violet serré contre ma poitrine, son petit corps bougeant à peine. Le sang de ma perfusion arrachée avait traversé ma blouse d'hôpital, laissant une traînée derrière moi. À l'aide. Quelqu'un a essayé de tuer mon bébé. Le docteur Martinez, avec qui j'avais travaillé pendant 3 ans, a laissé tomber le dossier qu'elle tenait. Deline, que se passe-t-il? Ils m'ont dit qu'elle était morte, mais elle était dans les déchets médicaux. Elle est en hypothermie, elle respire à peine. S'il vous plaît. Les urgences ont explosé en un chaos maîtrisé. Le docteur Martinez a pris Violet de mes bras tout en aboyant des ordres. Apporter des couvertures chauffantes, des fluides 4 chauffés, surveillance continue, température centrale en urgence, et que quelqu'un appelle la sécurité et la police maintenant. En quelques secondes, Violet était entourée par la vraie équipe médicale, pas le personnel soigneusement sélectionné que le docteur Andry avait réuni. Sa température était de 32,7 degrés Celsius. Elle était restée dans ce conteneur pendant plus de 3 heures, mais elle se battait. Les moniteurs montraient un rythme cardiaque faible mais régulier. « Deline, que s'est-il passé ?» a demandé le docteur Martinez tout en travaillant. Le docteur Andry et la famille de mon mari. Ils l'ont prise parce qu'elle est née avec des malformations. Ils ont dit qu'elle était morte, mais ils l'ont jetée comme un déchet. Les images de surveillance, a dit quelqu'un. Il faut récupérer tous les enregistrements de ce matin. L'inspecteur Coleman est arrivé en quelques minutes, suivi de 2 autres officiers. Derrière eux, Madame Rodriguez est entrée avec son mari, l'agent Rodriguez, et Quincy, leur tenant la main. Le visage du garçon était empreint d'une détermination que je ne lui avais jamais vue. « Madame, nous devons prendre votre déposition », a commencé l'inspecteur Coleman. Mais Quincy s'est avancé. « J'ai tout vu », a-t-il annoncé. Et pas seulement aujourd'hui. Je les observe depuis 3 ans. Le silence s'est fait dans la pièce, seulement troublé par le bip des moniteurs de Violet. Ils ont tué ma maman, a continué Quincy d'une voix claire, et ma petite sœur, et ils allaient continuer à le faire. L'inspecteur Coleman s'est agenouillé à côté de lui. C'est une accusation très grave, mon garçon. J'ai des preuves. Quincy a ouvert son sac à dos et en a sorti un cahier. Le genre de cahier que les enfants utilisent pour l'école, mais à l'intérieur, il n'y avait ni table de multiplication ni mot d'orthographe. Page après page contenait des dates, des heures, des conversations qu'il avait surprises, des croquis du plan de l'hôpital et des noms. Tellement de noms. 15 octobre 2021, a-t-il lu. Mamie a dit à Madame Hanley que le syndrome de Down de son petit-fils était une punition de Dieu et a proposé de l'aider avec les arrangements. 3 novembre 2021. Le bébé Hanley est mort à la naissance. Personne n'a demandé pourquoi. Garrett est arrivé à ce moment-là, flanqué de Nan et Vernon, tous ayant l'air parfaitement calmes, comme s'il venait pour une visite normale. Dès que Garrett a vu la police, son visage est devenu blanc. « Officier, il y a eu un malentendu », a commencé Nan, sa voix d'église douce comme de la soie. « Ma belle-fille est confuse à cause des médicaments. La psychose postpartum est héréditaire, vous savez. Est-ce pour cela que vous avez été filmé par les caméras de surveillance en train de diriger l'élimination d'un nourrisson vivant ?»
a demandé l'inspecteur Coleman. Le chef de la sécurité était arrivé avec un ordinateur portable, le tournant vers nous. Les images étaient d'une clarté cristalline. On y voyait Garrett poussant un berceau à côté du docteur Andry. On y voyait Nan vérifiant sa montre, montrant du doigt la zone d'élimination des déchets. L'horodatage indiquait 7h23, alors qu'il m'avait dit que Violet était morte depuis plus d'1 heure. Ça n'est pas ce que vous croyez, a balbutié Garrett. Alors expliquez-nous ce que c'est, a lancé l'agent Rodriguez. Mais qu'ainsi n'avait pas terminé. 18 mai 2020. Ma maman a essayé d'appeler le 911 quand ils ont pris ma sœur. Mamie l'en a empêché. Ma maman est tombée dans les escaliers cette nuit-là, sauf qu'elle n'est pas tombée. J'ai vu mamie la pousser. Le sang-froid de Nan s'est finalement fissuré. Petit morveux menteur. Tu ne sais pas ce que tu as vu. Je sais que tu as dit à papa que maman allait tout gâcher. Je sais que tu lui as donné des médicaments en plus dans son jus. Je sais qu'elle essayait de partir avec nous le jour où elle est morte. L'inspecteur Coleman s'est relevé lentement. Madame Morrison, Monsieur Morrison, Docteur Andry, quand il arrivera? Vous êtes tous en état d'arrestation pour tentative de meurtre, complot et mise en danger d'enfants. Madame Morrison Senior, nous ajouterons des accusations de meurtre en attendant l'enquête. C'est ridicule, a hurlé Nan. Nous faisions l'œuvre de Dieu. Ces enfants étaient des abominations. Ils auraient souffert. Alors vous avez décidé de jouer à Dieu, a demandé le docteur Martinez, toujours en train de s'occuper de Violet. Combien de bébés, non? Combien? Vernon, qui était resté silencieux, a soudain parlé. 11. Il y en a eu 11 au cours des 10 dernières années. J'ai les dossiers. Je les ai tous gardés. Tout le monde s'est tourné pour le regarder. Je ne suis pas courageux comme ce garçon, a-t-il dit en regardant Quincy. Mais j'ai gardé des archives en espérant qu'un jour, quelqu'un l'arrêterait. Je témoignerai. Je vous donnerai tout. Nan s'est jeté sur son mari, mais les officiers l'ont maîtrisé. Imbécile faible. Tu n'as jamais compris. Nous sauvions ces familles d'une vie de fardeau et de honte. Non, ai-je dit, me levant malgré mes jambes tremblantes. Vous assassiniez des enfants qui ne correspondaient pas à vos critères de perfection. Le cri de Violet a soudain percé la pièce, faible mais insistant. Elle se réchauffait, se défendait, prouvant qu'elle méritait chaque souffle. Violet a 2 ans maintenant. Elle dit « Maman » avec une voix qui sonne différemment à cause de sa fente palatine, mais c'est le plus beau son du monde pour moi. Elle a déjà subi 3 opérations, d'autres sont prévues, et elle utilise du matériel adapté pour ses bras. Quand elle rit, ce qui arrive souvent, toute la pièce s'illumine. Elle est la preuve que la perfection ne consiste pas à répondre aux normes de quelqu'un d'autre, mais à être exactement qui l'on est censé être. Le procès a fait les gros titres nationaux. Une famille de fidèles a assassiné des nourrissons handicapés pendant une décennie, était à la une de tous les grands journaux. Garrett a pris 15 ans pour complot en vue de commettre un meurtre et tentative de meurtre. Il ne m'a pas regardé une seule fois pendant les audiences, se contentant de marmonner que sa mère disait que c'était la volonté de Dieu. Nan a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle après qu'il l'ait lié à la mort de Claire et aux 11 nourrissons. L'enquête a révélé qu'elle poussait les familles à des euthanasies miséricordieuses, bien avant même le mariage de Garrett, construisant un réseau de croyants qui pensaient que le handicap était une punition divine. Le docteur Andry a perdu sa licence médicale et fait face à de multiples accusations de meurtre. Pendant 17 ans, il avait mis au monde des bébés et décidé lesquels méritaient de vivre. L'hôpital a fait face à d'énormes poursuites judiciaires, à une refonte de ses politiques et à une surveillance fédérale. 3 infirmières complices ont également été arrêtées. L'ensemble du service d'obstétrique a été restructuré. Vernon a témoigné pour l'accusation, fournissant des boîtes de preuves qu'il avait cachées dans un garde-meuble, des enregistrements téléphoniques, des emails, même une vidéo qu'il avait secrètement prise de Nan discutant de son « ministère de la miséricorde ». Il a été condamné à 5 ans en tant que complice, mais ne purgera probablement que 2 ans. « J'ai été un lâche », a-t-il dit lors du prononcé de la peine. « J'ai laissé la peur de ma femme l'emporter sur ma conscience. Ces bébés sont morts parce que je suis resté silencieux. Quincy a maintenant 10 ans et vit avec moi, il est mon fils légalement adopté. » L'audience pour la garde a duré 5 minutes une fois que le juge a entendu son témoignage. Il suit une thérapie 2 fois par semaine, travaillant sur un traumatisme qu'aucun enfant ne devrait porter. Sa thérapeute dit qu'il fait preuve d'une résilience remarquable. Mais je vois les moments où des ombres passent sur son visage. Il vérifie toujours les sorties quand nous entrons dans des bâtiments.
Ils gardent toujours les numéros de téléphone importants écrits à 3 endroits différents. Ils montent encore parfois la garde devant la chambre de Violet la nuit, pour s'assurer que personne ne l'emmène. Tu l'as sauvé, je lui dis tous les jours. Tu es un héros. Les héros n'ont pas peur, m'a-t-il dit la semaine dernière. J'ai eu peur tout le temps. Non, bébé. Les héros ont peur et font quand même ce qui est juste. C'est ça qui fait d'eux des héros. Nous avons déménagé en Oregon, aussi loin que possible de la Géorgie tout en restant aux États-Unis. Je travaille maintenant dans un hôpital pour enfants, spécifiquement dans l'unité pour les bébés ayant des besoins médicaux complexes. Chaque enfant qui passe par là mérite une défense acharnée, et je m'assure qu'il l'obtienne. Quincy veut devenir inspecteur de police quand il sera grand. Il dit qu'il veut aider les enfants qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Je pense qu'il sera brillant dans ce domaine. Le réseau que Nan avait bâti s'est effondré après les arrestations. 3 autres églises ont fait l'objet d'une enquête. 4 autres médecins ont été examinés de près. 16 décès suspects de nourrissons ont été rouverts en tant qu'affaire de meurtre. C'était un cancer qui avait métastasé à travers toute la communauté, dissimulé derrière les prières et les repas paroissiaux. Il s'était convaincu qu'assassiner des bébés imparfaits était en quelque sorte un acte sacré, qu'il sauvait les familles des difficultés et les enfants de la souffrance. Mais la souffrance n'est pas liée au fait d'avoir un handicap. Violet ne souffre pas à cause de sa fente palatine ou de ses bras. Elle souffre quand les gens la dévisagent comme si elle était une erreur. Elle souffre quand d'autres parents éloignent leurs enfants au terrain de jeu. Ce n'est pas son handicap qui cause la douleur. C'est le préjugé des autres. Claire, la première femme de Garrett, avait essayé de les arrêter. Elle avait compris ce qui était arrivé à sa sœur des années auparavant et avait menacé de tout révéler. Alors, ils l'ont réduite au silence, ont fait passer cela pour des complications d'accouchement, et ont gardé son fils comme témoin qu'il pensait trop jeune pour se souvenir. Mais les enfants se souviennent de tout, surtout des traumatismes. Ils ont juste besoin que quelqu'un les croie quand ils trouvent enfin le courage de parler. J'ai appris que les monstres ne ressemblent pas toujours à des monstres. Parfois, ils portent des colliers de perles et animent des études bibliques. Parfois, ils ont des diplômes de médecine et des sourires chaleureux. Parfois, ils sont la personne qui a promis de vous aimer et de vous protéger. Le mal ne s'annonce pas avec des cornes et des fourches. Il se présente déguisé en sollicitude, en tradition, en volonté de Dieu. Mais j'ai aussi appris que les héros prennent des formes inattendues. Un garçon de 7 ans qui a conservé des preuves pendant 3 ans. Un grand-père qui a finalement choisi la justice plutôt que la loyauté familiale. Un bébé qui a refusé de mourir malgré 3 heures passées dans un froid glacial. L'amour, ce n'est pas la perfection. C'est se battre pour le droit de quelqu'un d'exister exactement tel qu'il est. Si cette histoire vous a touché, merci de la partager. Commentez ci-dessous pour parler des héros de votre vie qui se sont levés quand c'était important. Et abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'histoires de survie, de justice et du courage inattendu de gens ordinaires confrontés à un mal extraordinaire. Parce que ces histoires doivent être racontées. Le silence est ce qui leur a permis de s'en tirer si longtemps, mais plus maintenant.